Berlin, octobre 1937. Le laboratoire allemand Temmler-Werke dépose le brevet d'une nouvelle molécule après 10 ans de recherche. C'est une méthamphétamine dont on étudie les effets en laboratoire depuis 1919 et dont Temmler voulait améliorer la formule pour en faire une sorte de pilule du bonheur, améliorant le quotidien des Allemands. Les civils sont la cible de ce médicament, mais absolument pas l'armée allemande. Ça donne un sentiment de toute puissance, d'abord sur soi-même et de très haute estime de soi. Temmler a réussi une prouesse, produire une forme facilement absorbable et ultra puissante de méthamphétamine, en quantité démentielle et à bas prix. Son nom, la pervitine. À l'époque, il ne faut pas 10 ans pour mettre un médicament sur le marché, comme c'est le cas aujourd'hui. Ça va relativement vite. On se préoccupe des effets secondaires après, à l'usage en quelque sorte. La production débute, et moins d'un an plus tard, en 1938, les premiers tubes et ampoules de pervitine débarquent en vente libre dans les pharmacies allemandes pour booster le moral et supprimer la fatigue. Ce n'était pas cher du tout. Les comprimés s'achetaient aussi facilement que de l'aspirine aujourd'hui. La vente était libre, on s'en procurait sans ordonnance. L'Allemagne est alors une grande puissance. Hitler est au pouvoir depuis 5 ans et vient de prendre le commandement de la Wehrmacht. La société allemande est sous pression. Tous les réfractaires au travail sont emprisonnés par la Gestapo à la demande de Heinrich Himmler. On voit des ouvriers, des contremaîtres qui travaillent dur, qui travaillent 10, 12 heures par jour pendant 5 jours, parfois 6 jours par semaine, parce que le Reich est en train de développer son industrie d'armement à toute vitesse. La pervitine est une bouffée d'oxygène. Temmler accompagne sa commercialisation d'une véritable campagne marketing. La société Temmler était connue pour son marketing à l'américaine dans les années 20 et 30. Ils avaient les meilleurs créatifs pour leur campagne. Ils ont fait une campagne publicitaire assez géniale. Et en quelques mois, toute la population allemande connaissait la pervitine. Et ce médicament en vente libre devient très vite un best-seller. Un chocolatier berlinois décide même de commercialiser des pralinés fourrés aux extraits de pervitine pour réguler l'humeur. La dose de pervitine qui se trouve dans les fameuses pralines est de 18 mg, c'est-à-dire l'équivalent de 6 comprimés de pervitine. Ce qui est absolument considérable. On comprend que certaines ménagères aient réuni leurs amis pour en prendre gaiement ensemble. J'imagine que ça doit avoir un effet absolument euphorisant. La pervitine cartonne. Mais à ce stade, les laboratoires Temmler ignorent encore que ce nouveau produit s'apprête à écrire l'histoire. La société civile n'est pas la seule à s'intéresser à la pervitine, car le comprimé arrive jusqu'à l'Académie de médecine militaire. En particulier sur le bureau d'un certain Otto Friedrich Ranke, le directeur de l'Institut de physiologie. C'est Otto Ranke qui se rend compte que là, on a quelque chose d'un peu curieux qui se décrit comme un psychostimulant qui semble abolir la fatigue, qui semble favoriser de façon étonnante la concentration et qui semble augmenter les performances d'une façon générale, sans apparemment au début d'effets secondaires. Au début. Ranke a lu les rapports sur ce médicament et il en est convaincu. La pervitine a tout d'une pilule miracle pour l'armée allemande qui s'apprête à entrer en guerre. Alors en quelques jours, il monte une expérience inédite dans le plus grand secret pour tester les effets de la pervitine sur des militaires. Il en compare l'efficacité avec celle de la caféine et d'autres drogues, en demandant aux jeunes soldats de résoudre des problèmes mathématiques pendant 36 heures d'affilée sans dormir. Il a donné différentes quantités de ces substances. Il observait ensuite combien de temps les sujets restaient éveillés et s'ils avaient la capacité à poursuivre la résolution des problèmes le lendemain. Pendant ce temps, le médicament continue sa percée commerciale et Temmler l'exporte en France. La pervitine était considérée comme une pilule miracle par la Wehrmacht, par la société civile et par les pays ennemis. À Paris, sous le soleil de ce mois d'août 1939, les comprimés de pervitine débarquent dans un pays prêt à déclarer la guerre à l'Allemagne.
mais seule la société civile en consommera pour décompresser. Le gouvernement français vient de prévenir Adolf Hitler. La France défendra la Pologne en cas d'agression. Alors que le Führer prépare déjà une attaque imminente contre Varsovie, l'Académie de médecine militaire de Berlin peine à croire les résultats de l'expérience menée quelques jours plus tôt par Otto Ranke sur les jeunes soldats. Ils sont pourtant sans appel. Ils ont constaté que le groupe qui présentait systématiquement les meilleurs résultats pendant ces nuits de test était le groupe sous pervitine. Pour un même prix, 4 comprimés de pervitine sont aussi efficaces qu'un sac de café. Elle permet de rester éveillé et n'affecte pas les fonctions intellectuelles. Otto Ranke veut mener d'autres tests sur les étudiants, car des effets secondaires apparaissent. L'histoire l'en empêchera. Le 1er septembre, l'Allemagne déclare la guerre à la Pologne. Ranke donne alors des instructions confidentielles aux médecins militaires. Je vous conseille, pour lutter contre la fatigue des chauffeurs des chaînes logistiques en Pologne, de leur donner ce médicament nouveau et de me rapporter les effets en termes de vigilance. Malgré le manque de recul, Otto Ranke veut valider les effets de la pervitine sur le terrain avec de petits groupes de soldats. Il ne peut rêver mieux, car c'est une expérience grandeur nature qui s'offre à lui. Pologne, septembre 1939. Les unités allemandes gonflées à bloc percent les défenses polonaises en quelques jours et avancent vers Varsovie. Le 28 septembre, bombardée et assiégée de toutes parts, la ville se rend aux mains de la Wehrmacht. Dans son édition du 25 septembre, le Time Magazine décrit une guerre de pénétration à grande vitesse et de destruction. Le Blitzkrieg, la guerre éclair. L'armée allemande surprend par sa puissance. Au début de la Seconde Guerre mondiale, les autres nations et les observateurs étaient surpris de voir à quel point la Wehrmacht avançait si rapidement. En comparant cela aux quantités de pervitine commandées par la Wehrmacht au début de la guerre, on constate qu'elle l'utilisait surtout pour les opérations de mouvement rapide des troupes. Ce qu'ignore le journaliste du Time, c'est que les avions de la Luftwaffe sont pilotés par des soldats sous pervitine. Les conducteurs de Panzer et les unités en première ligne sont aussi approvisionnés, car le commandement allemand est allé au-delà des consignes d'Otto Ranke. Ce ne sont pas de petits groupes tests qui prennent de la pervitine, mais des bataillons entiers. La première fois que la pervitine a été utilisée, c'était contre la Pologne. Et ses effets ont été jugés très positifs sur les champs de bataille. La pervitine a été considérée comme un médicament de soutien par les militaires. Elle devait rendre les hommes plus opérationnels, plus combatifs. C'était clairement une arme pharmacologique. Dans les journaux de marche, les comptes rendus des médecins militaires sont euphoriques. À l'écrasante victoire se mêle la satisfaction de cette nouvelle substance inespérée et visiblement inoffensive. La pervitine est un outil militaire adapté à un certain type de combat. Combat de commando, mission nocturne, stress de longue durée, combat violent. Ça correspond à la façon dont les Allemands font la guerre. En coulisses, Otto Ranke observe les effets sur les troupes. Mais ce qu'il constate est inattendu. Les soldats semblent prendre goût à la pervitine. Les militaires font courir le bruit qu'un Panzer Chocolade, littéralement le chocolat des chars, rend invincible. En effet, la pervitine circule aussi dans l'armée sous forme de petits carrés chocolatés. Très vite, comme l'alcool et le tabac, la pervitine devient un produit de décompression pour les soldats. Une drogue. Nous avons des traces de soldats demandant de la pervitine à leurs parents parce qu'ils ne pouvaient pas s'en passer. C'est vrai, la pervitine était partout pendant la Seconde Guerre mondiale.
C'est une drogue qui est extrêmement addictogène, c'est-à-dire capable d'engendrer une dépendance. Et parmi les expérimentateurs, on se rend compte que beaucoup d'entre eux vont devenir dépendants à partir du moment où ils ont les moyens et l'accessibilité de ce produit et qu'ils vont l'utiliser dans un contexte particulier. Son succès commence à inquiéter le chef de la santé du Reich, Leonardo Conti. Il impose une obligation d'avis médical et de prescription pour obtenir de la pervitine. Conti, qui est le plus grand responsable de la santé du Reich, met en garde ses collègues médecins en leur disant « Attention, la pervitine, c'est pas bon pour tout le monde. » Conti voulait éviter à tout prix qu'une dépendance touche la population. Mais les 2 ou 3 premières années, nombreux sont ceux qui sont effectivement devenus dépendants. Conti n'est pas pris au sérieux. Malgré l'obligation de prescription médicale, la consommation de pervitine part à la hausse. Les médecins délivrent facilement des ordonnances et les familles approvisionnent les soldats quand les stocks de l'armée sont à sec. Nous avons la trace de courriers de soldats allemands, de jeunes soldats qui demandent à leur famille de leur envoyer des tubes de pervitine dès la campagne de Pologne de septembre 1939. On connaît tous la fameuse lettre de Heinrich Böll où il demande à sa famille de lui faire parvenir de la pervitine. Cette pervitine, il y a 2 façons de l'avoir. Soit la famille de Böll se le fait prescrire par un médecin, mais si elle n'est pas malade, elle n'en aura pas. Soit elle l'achète au marché noir. C'est donc bien qu'il y a un marché noir. Ce que Leonardo Conti avait pressenti arrive plus vite que prévu. La pervitine s'accompagne d'effets secondaires. Et son surnom de Panzer Chocolade devient synonyme de cauchemar. On a essayé de contrôler la distribution avec des règles, car les soldats remarquaient des signes particuliers assez vite. Ils voyaient bien les effets positifs, mais ils sentaient des effets de dépendance quand ils en prenaient trop. La pervitine révèle peu à peu son véritable visage. Elle coupe complètement la faim, elle coupe la soif, et le sujet perd à un moment ou à un autre, dans une intoxication très élevée, tous les réflexes de survie. Et pour survivre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut respirer, il faut boire, il faut manger, il faut évacuer et il faut dormir. La liste des effets secondaires de la pervitine recensés par les médecins s'allonge. Une déconcentration, une fatigue extrêmement importante et une incapacité de poursuivre une tâche. Ce qui est quand même assez dommage quand on le donne à un soldat. 1 an après sa commercialisation, la pervitine a infiltré tous les niveaux du Reich. Sa puissance est telle qu'elle a totalement vaincu les idéaux nazis. Dans les idéaux du Troisième Reich, l'homme allemand pur et sain fascinait. Mais ses principes disparaissaient en situation de guerre. Toute proposition pharmacologique qui pouvait rendre les soldats plus forts et plus agressifs au combat était évidemment la bienvenue. Pour l'idéologie nazie, la pervitine était une drogue et représentait le mal contre toute la philosophie d'hygiène raciale. Ça ne cadre pas avec l'idéologie nazie, qui prévoit la supériorité du sang, de la race allemande. Et bien évidemment, reconnaître qu'on doit utiliser des amphétamines pour vaincre l'ennemi, c'est quelque part faire un aveu de faiblesse. Une faiblesse qui aurait pu toucher le Führer lui-même dès cette époque. Hitler s'affichait comme un végétarien, comme une personne qui ne buvait pas et qui ne fumait pas. De nombreuses études montrent aujourd'hui que cela est faux.